Moscou serait éventuellement prêt à concéder à ce que les 300 milliards, mesdames et messieurs, les 300 milliards de dollars qui sont les actifs gelés russes dans le cadre justement du règlement de la guerre en Ukraine, eh bien, que cet argent, il serait utilisé à la reconstruction, bien sûr, de l'Ukraine. Mais la partie russe insisterait pour que cet argent soit utilisé non pas uniquement dans la partie ukrainienne qui est non occupée par la Russie, mais il voudrait également que la partie occupée par la Russie tant qu'à faire, reçoivent cet argent. Donc bien. Ça, c'est un débat qui est quand même intéressant. Ce sont 3 sources qui le disent à Reuters, parce que tout le monde essaye de comprendre, Lucas Manget, sur quelle base, effectivement, les Russes qu'est-ce qu'ils pourraient concéder. Donc ce que veut dire, ce que veulent dire les Russes là, c'est rendez-nous l'argent pour nous aider à reconstruire l'Ukraine qu'on occupe. C'est juste ça. Et que nous avons détruite. Et que nous avons détruite. C'est ça. Parce qu'effectivement, reconstruire l'intégralité du Donbass, surtout si on veut ensuite remettre les mines en fonctionnement pour pouvoir bénéficier des minéraux, des terres stratégiques et des terres rares, ça va coûter très cher. C'est des investissements à très long terme. C'est des investissements de 15 ans pour des milliards de dollars. Donc 486 milliards de dollars, ça c'est l'estimation de la Banque mondiale pour la reconstruction de l'Ukraine. C'est d'un cynisme absolu. Et c'est extrêmement malin, c'est de dire. Oui, la Russie le présente comme un cadeau. La Russie le présente comme un cadeau, alors qu'en fait, essentiellement, parce qu'il y aura peut-être une répartition. Oui, alors attendez, pour la répartition, c'est 200 milliards vraisemblablement pour ce qui appartient à Kiev et 100 milliards pour ce qui est, j'allais dire, occupé actuellement par la Russie. Qui contrôlera le circuit financier de retour de cet argent? Non, mais je n'en sais rien. C'est que ça ressemble quand même, là aussi, encore une fois, à des trucs qui sont, des règles qui sont imposées, des tentatives d'imposer des règles à l'Ukraine sans que l'Ukraine n'ait sa voix au chapitre, et d'acter par ailleurs que la Russie occupera une partie de l'Ukraine quand et si il y aura un cessez-le-feu aujourd'hui. Samantha. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cet argent, il est gelé. La Russie n'y a pas accès. Oui. Et les conditions, c'est que la Russie pourra de nouveau avoir cet argent quand il y aura une paix juste et acceptable pour tous. Donc la Russie a perdu cet argent. Quoi qu'il arrive, elle n'aura pas cet argent. Et s'il y a un plan de paix, eh bien l'Ukraine, le plan de paix que la Russie acceptera aujourd'hui, ce sera une Ukraine qui sera totalement neutralisée. Ce sera une Ukraine sur laquelle la Russie pourra mettre la main, que ce soit les territoires occupés ou non, ce sera une Ukraine qui sera soumise à la Russie. C'est le seul plan de paix qui plaira à la Russie. Donc évidemment qu'ils vont proposer ça, parce que cet argent est perdu. Non, Michel Goya, c'est pas un cadeau. Ça donne une idée, finalement, de ce sur quoi la Russie est prête à faire des coups. Oui, alors effectivement, cet argent, il est perdu et il était plutôt, jusque-là, destiné à aider l'effort de guerre ukrainien. Donc, s'il ne sert pas à ça déjà, c'est tout bénéfice pour la Russie. Mais encore une fois, Poutine, pourquoi est-ce qu'il arrêterait de combattre ? Déjà, il a acté tout ce qu'il avait déjà à peu près acquis. Trump vient lui dire, OK, tu l'as déjà et tu vas le garder. Tu vas garder les territoires que tu as déjà conquis. Il a déjà cédé surtout. Il n'a pas intérêt à combattre là, parce qu'il est en position, disons... Et si en plus, Trump affaiblit l'Ukraine en asséchant l'aide militaire, c'est au moins la moitié de tous les équipements ukrainiens quand même. Il affaiblit l'Ukraine. Pourquoi les Russes s'arrêteraient-ils ? Accessoirement, il y a toujours la question du territoire de Koursk tenu par les Ukrainiens, et ça c'est hors de question. Les Russes n'arrêteront pas de combattre tant que ce territoire sera encore entre les mains des Ukrainiens. Et puis ensuite, voilà, il arrêtera de combattre lorsque... Concrètement, ils sont arrêtés lorsqu'il y a plus de dire que donc il n'est pas du tout question, c'est la réponse à la question que je posais tout à l'heure, sur le fait que la Russie n'est pas du tout prête sérieusement à arrêter cette guerre. La Russie acceptera d'arrêter cette guerre, de combattre, lorsqu'elle sera sous pression elle-même. Elle ne l'est pas. On lui a donné, si la négociation c'est de la carotte et du bâton, le bâton, les Américains ont donné beaucoup de coups de bâton sur l'Ukraine et offert plein de carottes à la Russie. Bon, pour l'instant, on fait mieux pour... Justement, si sur ces fameux 300 milliards, il y en a 100 qui reviennent en effet à la Russie sous forme de territoire occupé, il y a aussi un autre cadeau qui est peut-être déjà en train de faire le G7 à la Russie, parce que normalement les pays demandent à leurs ministres des Finances de limiter ou ajuster les prix maximum du pétrole, je cite, pour tenter de pousser Moscou à négocier. Sauf que jusque-là, cette mention figurait systématiquement dans les rapports du G7, sauf que désormais, le prochain rapport, le prochain communiqué qui va être publié, ne mentionne plus
cette fameuse phrase qui incite donc les ministres à maintenir des prix élevés. Est-ce que ça veut dire qu'on est déjà, Elisabeth Shepard-Selam, en train de faire un cadeau du point de vue des sanctions à la Russie pour dire regarde, tu as déjà voulu commencer à négocier, c'est bien, on lâche un peu d'Ilest de l'autre côté pour te montrer que nous aussi on est prêt à faire des efforts. Mais il n'y a que des cadeaux, j'ai l'impression, à la Russie. Michel parlait des carottes. Moi, ça me fait penser à un interview que Pete Hegseth avait fait à le ministre de la Défense, donc. Le ministre de la Défense à BBC, où un journaliste étranger lui demande mais ils sont où les compromis pour la Russie? On voit que négociation, c'est des compromis des deux côtés. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que des cadeaux aux Russes, aucun compromis de la part des Russes, alors que pour le coup, le bâton, c'est pour les Ukrainiens et tous les compromis sont pour les Ukrainiens. Et très clairement, c'est l'impression que ça donne aujourd'hui le plan, s'il y a un plan, des Américains. Bah alors justement, Lucas Manget, en plus de ce que l'on vient de dire sur le G7, il y aura lundi, on le sait, la commémoration du fait que c'est le début de la 3e année de guerre entre la Russie... le début de la 4e. Le début de la 4e, la fin de la 3e, effectivement. Et d'ailleurs, nous aurons toute une journée spéciale sur LCI. Et le G7, qui chaque année, justement, publie un communiqué à ce propos-là, est en train, curieusement, de changer son vocabulaire. C'est-à-dire, il y a une dissension, mais très forte, entre les diplomates européens et les diplomates américains qui ne veulent pas utiliser le même langage. C'est-à-dire que les diplomates américains s'opposent à qualifier la Russie, je cite, d'agresseur dans ce communiqué qui doit être publié lundi. Et il parle de conflit ukrainien. Alors pourquoi ce changement lexical? Est-ce que c'est véritablement... Là, on est dans le dur du désaccord profond entre les États-Unis et l'Europe? On n'est pas seulement dans le dur du désaccord, on est encore une fois, pardon de me répéter, dans le dur de la désinformation, c'est-à-dire essayer d'imposer... Oui, mais nous sommes en désaccord. Oui, mais il y a un désaccord, mais ce désaccord est accentué par le fait qu'il y a, comme le disait Samantha tout à l'heure, une réécriture complète de l'histoire. Enfin, on va pas... Oui, mais il y a le fait que Trump est d'accord avec Vladimir Poutine. Oui, mais moi, je ne pense pas... Oui, mais d'accord... Non, ça, pardon, mais ça fait longtemps que je voulais dire ça, donc je vais le dire ce soir. Moi, je n'ai pas du tout l'impression que Trump est quelqu'un qu'on a obligé à épouser le narratif russe. Non. J'ai malheureusement l'impression que Trump, de lui-même... fait le choix. Fait le choix, exactement, Guillaume, d'être d'accord. Il pense comme Vladimir Poutine. Malheureusement, nous sommes obligés, nous, Européens, de l'entendre. Peut-être pas de l'accepter, sûrement pas de l'accepter, mais de l'entendre. D'où nos problèmes. Je pense que Poutine n'a absolument pas demandé à ce que dans le communiqué du G7, on parle qu'on cesse de parler de la Russie comme agresseur. Il s'en fout complètement. C'est les Américains. C'est Trump lui-même qui dit, dans le cadre de ce nouvel ordre mondial qu'il veut établir dans un rapport de force, en gros, avec la Russie et un seul concurrent qui est la Chine, et ça l'arrange dans le deal qu'il est en train de monter, de ce qu'on cesse de nommer la Russie comme l'agresseur, parce qu'il est en train de rétablir des relations amicales avec Vladimir Poutine. Et donc, pour entretenir ces relations amicales, c'est le bon moyen. Il anticipe, il fait comme s'il anticipait les desiderata de Poutine. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, Poutine, il jubile, il regarde ça en se disant « mais je n'ai plus rien à faire ». Maintenant, la question sur lundi, c'est est-ce que les Européens vont vraiment monter au créneau et dire « maintenant, ça suffit ». Il y a un agresseur, c'est factuel. Il n'y a pas de doute sur cette question. Enfin, je veux dire, et tout le monde sait à quel point c'est la Russie qui a envahi l'Ukraine il y a 3 ans maintenant. Est-ce que les Européens vont suffisamment monter au créneau, ou bien est-ce qu'ils vont plier? Alexandre Melnik. Mais le G7 aujourd'hui, c'est un miroir des dissensions entre les Occidentaux. Parce que c'est le club qui est censé montrer l'unité de la famille occidentale. Aujourd'hui, devient un miroir de ce découplage de 2 rives de l'Atlantique. Mais ça n'a jamais été à ce point le cas. Avec Donald Trump qui dit, mais pourquoi pas réintégrer la Russie? Vous vous souvenez, justement, il voulait même faire réintégrer la Russie, qui était exclue d'ailleurs de ce club à cause de l'annexion de la Crimée en 2014. Ça a été évoqué. C'est pour ça que c'est toujours cette situation, d'abord révisionniste, c'est-à-dire révisionner complètement, relire l'histoire, réinterpréter l'histoire. Et de l'autre côté, ça prouve aussi que aujourd'hui, le G7 n'a plus le même impact à l'échelle globale qu'il avait auparavant, tout simplement parce qu'il ne représente plus toute la panoplie de ce monde multilatéral qui aujourd'hui émerge aujourd'hui. Samantha de Bender, on a aussi appris que visiblement, il y avait des négociations secrètes qui ont eu lieu entre Américains et Russes.
Ça s'est passé en Suisse et ça a lieu depuis des mois apparemment. Est-ce que ça veut dire que finalement... Avant Riyad. Là où, ouais, exactement. Avant l'Arabie Là où Saoudite. tout le monde a dit, attendez, regardez Trump, il y va au doigt mouillé, il sait pas trop où il va. Non, en fait c'est faux. Tout était déjà en train de se gérer en coulisses depuis un moment. Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est que les négociations, en effet, ont lieu depuis un moment, pas seulement en Suisse, mais aussi en Arabie Saoudite, bien avant la réunion de Riyad. Ah, d'accord. Et si on regarde aussi le changement de rhétorique de Trump, de Vance et de Musk, mais surtout de Trump, au fur et à mesure que ces négociations ont avancé, eh bien, on voit la rhétorique qui change. C'est comme si ces négociations avaient été utilisées pour injecter du poison dans le discours de Trump. Et donc, par exemple, un exemple frappant, c'est celui des élections. Vous prenez les déclarations de Trump, même de Keith Kellogg, avant les élections, le papier de Kellogg du mois de mai 2024, aucune mention sur les élections. Même pendant la campagne électorale de Trump, pas de mention sur les élections. Même les premiers jours après son élection, on ne parle pas d'élections. À partir du moment où les rumeurs circulent sur les réunions entre les Russes et les Américains, on voit le changement de discours et on voit que les Américains adoptent le discours direct du Kremlin. Donc oui, qu'il y ait eu des négociations secrètes, il n'y a absolument aucun doute à mon sens. Et je n'ai aussi aucun doute sur le fait que ces négociations portent en grande partie sur les opportunités pour les entreprises américaines dans une nouvelle Russie, voilà. dans l'amitié franco-américano-russe. C'est une question de fric. Point barre.